de la journée de m'avoir invité pour cette conférence. Un merci tout particulier à M. Massard, qui était mon psychopédagogue quand j'étais moi-même à la haute école, pour ce qui devait être à la base une petite réunion, un petit séminaire avec les membres du SAR. Je suis très heureux de voir à quel point le SAR est très, très conséquent dans la haute école. Alors, je suis particulièrement content d'être ici parce que comme j'ai pu vous le dire, je suis un ancien. Donc pour moi, c'est l'occasion de revenir et de m'adresser à nouveau à des anciens enseignants, mais c'est aussi pour moi l'occasion de revoir des anciens étudiants, anciens collègues, de retrouver des amis. Et donc, ce que je vais essayer de couvrir aujourd'hui, c'est un portrait assez large de l'enseignement supérieur, en m'intéressant au contexte, aux acteurs et aux actions de promotion à la réussite, en essayant de parvenir à un objectif global qui serait peut-être d'objectiver, de formaliser et de confronter à la recherche ce que nous sommes, ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire notre vécu, notre perception et nos pratiques de l'enseignement supérieur. Alors pour commencer, pour parler du contexte, je vais m'appuyer sur quelques chiffres disponibles, pas toujours consacrés à la haute école, donc parfois je parlerai globalement de ce que l'on sait sur l'enseignement supérieur, et ça permettra pour une part de formaliser, de se mettre d'accord sur peut-être certains aspects relatifs à l'enseignement supérieur. Alors, pour commencer de manière assez globale, si on s'intéresse à la population étudiante dans l'enseignement supérieur, sur une durée de plus ou moins 20 ans, donc on voit qu'on va là de 1993-1994 à 2012-2013, on fait un premier constat qui est que la population dans l'enseignement supérieur est en perpétuelle évolution, et ce depuis au moins 1993-1994, mais si on était remonté plus loin, on aurait pu faire le même constat, car en effet, ce que l'on entend le plus dire au sujet de l'enseignement supérieur notamment, c'est qu'il est en pleine phase de massification. Alors, autre exemple, par exemple, en France, où les effectifs d'enseignement supérieur ont été multipliés par 8 en 50 ans. Donc, ce phénomène est plus que national, on le rencontre dans d'autres systèmes éducatifs. Et si on s'interroge sur les raisons pour lesquelles... Alors, 3 motifs peuvent être associés à cette massification. Le premier est d'ordre historique. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale et toutes les raisons et toutes les conséquences de celle-ci, il y a eu une croissance relativement forte en Europe et une tertiarisation de l'emploi qui a amené un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il fallait former de plus en plus de gens. La vision de l'enseignement supérieur a également été bousculée. Donc, la vision de l'enseignement supérieur qui reproduirait pour une part les inégalités sociales a été bousculée et donc d'autres types de publics se sont retrouvés sur les bancs des universités et des hautes écoles. Et parallèlement, un maillage plus important des institutions a eu lieu et différentes institutions de formation, avec des programmes de formation de durée différents, donc tantôt longs, tantôt courts, se sont de plus en plus développés dans notre contexte. Alors, une autre explication, mais toujours parallèle et toujours conséquente de la première, c'est l'effet du baby-boom. Qui dit baby-boom dit beaucoup plus d'individus, donc beaucoup plus d'individus à scolariser. Et finalement, dernier motif, qui serait plutôt d'ordre socio-économique, c'est-à-dire qu'avec tous les changements que subit et que voit apparaître la société actuelle, les individus ont besoin de se démarquer sur le marché de l'emploi. Et une des manières de se démarquer, c'est d'être qualifié, d'obtenir des diplômes. Donc ces 3 motifs peuvent expliquer, pour une part, pourquoi on observe aujourd'hui une massification de l'enseignement supérieur. Alors, cette massification de l'enseignement supérieur, tout à fait logiquement, est elle-même liée à une autre massification, c'est l'enseignement secondaire supérieur. Alors, un exemple, je n'ai pas trouvé les chiffres pour la Belgique, mais il y a de fortes chances de croire qu'on a des situations relativement similaires. En France, en 1960, 10% de la génération détenait un bachelier. On en est aujourd'hui à 77% de la génération. Donc cette massification du secondaire supérieur explique aussi fortement la raison pour laquelle, sur nos bancs, se retrouvent de plus en plus d'étudiants. Alors on a aussi souvent, on entend beaucoup le propos sur l'hétérogénéisation des publics de l'enseignement supérieur, et souvent on associe ce côté hétérogène à la composition socio-économique, mais pas que. Quand on parle d'un public de plus en plus hétérogène dans le supérieur, on parle de quoi? De plus en plus d'étudiants étrangers, donc notamment avec les programmes d'échange qui se mettent en place. De plus en plus d'étudiants travailleurs. Alors je ne parle pas de personnes qui au cours de leur vie professionnelle retournent faire des études, mais d'étudiants qui sont travailleurs pour payer leurs études. Et c'est un phénomène de plus en plus commun qu'on retrouve de plus en plus parmi nos étudiants. Bien entendu, de plus en plus d'adultes, de formation continue, d'alternance, d'enseignement à distance. Alors, si on s'intéresse à un autre aspect de l'enseignement supérieur,
les taux de réussite. Alors là, je vous projette un graphique qui est relatif aux hautes écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles d'il y a quelques années, donc 2010-2011. On peut faire plusieurs constats. Le premier, à l'entrée, concerne les taux de réussite, qui sont ce qu'ils sont, qui sont de plus ou moins 50% pour les filles et de plus ou moins 40% pour les garçons, un peu moins. Et on peut faire deux autres constats qui sont plutôt positifs, ceux-là. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les individus qui ont passé le filtre de la première année réussissent de mieux en mieux. Et dernier constat, les garçons survivants réussissent en dernière année quasiment aussi bien que leurs collègues féminines. Alors, en ce qui concerne tout ce que l'on peut savoir sur l'enseignement supérieur, certains auteurs concluent, par une formule un peu mathématique, que si 50% des jeunes en âge de s'inscrire dans l'enseignement supérieur y accèdent, donc ils vont jusqu'aux portes, 1 sur 3 seulement réussit en première année. Donc je vous laisse faire le calcul. Des 1 sur 2, il y en a 1 sur 3 qui devraient idéalement passer le filtre de la première année. Donc on est là face à un taux d'échec important, mais pour relativiser, qui est stable dans le temps. Donc on continue à avoir observé les mêmes chiffres au cours du temps, et qui est également relativisé. Si on prend par exemple l'exemple du Québec, on peut dire « Ah oui, mais au Québec, en première année, 70% des étudiants réussissent. » Oui, c'est vrai, mais dans ces systèmes éducatifs-là, par exemple, il y a un phénomène de sélection à l'entrée qui est très très fort. Donc c'est beaucoup plus facile de scolariser, de faire réussir des étudiants qu'on trie sur le volet, alors que dans la plupart de nos filières, tous les étudiants sont les bienvenus sans que de filtre à l'entrée ne soit posé. Alors on peut aussi se poser la question de la démocratisation et de l'existence de ségrégation au sein de l'enseignement supérieur. Et là, je vais encore me servir de quelques chiffres pour en parler. Tout d'abord, si on s'intéresse à la population, donc je reprends plus ou moins le même graphique que mon premier, sauf que cette fois-ci, donc tout au-dessus, on voit l'évolution générale des effectifs, et en dessous, deux courbes, une courbe bleue pour les femmes, pour une fois, et une courbe rose pour les hommes. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'au fil du temps, l'évolution des effectifs est beaucoup plus forte pour les femmes que pour les hommes. Donc on a de plus en plus un public féminin dans nos institutions d'enseignement supérieur. Et si on se pose la même question par rapport aux hautes écoles, on arrive à la même chose, c'est-à-dire que pour 71 000 individus, enseignement supérieur court, on a 44 000 femmes pour 27 000 hommes. Alors cette réalité n'est pas forcément la même partout. On retrouve plus ou moins cette répartition-là dans la section pédagogique, mais dans d'autres secteurs, comme le secteur technique, on est plutôt dans d'autres configurations. On a plus ou moins 6 fois plus d'hommes que de femmes. Et on peut donc, pour une part, sans que ce soit nécessairement péjoratif, conclure à une ségrégation entre les filières, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, les garçons et les filles ne s'orientent pas de la même manière dans l'enseignement supérieur. Alors, si on met un coup de loupe, un zoom sur l'une des sections, alors j'ai pris une que je connaissais peut-être un peu mieux que les autres, la section pédagogique. Je me suis focalisé sur un normal secondaire et j'ai volontairement pris 3 cas de figure. Une figure où, malgré tout, on retrouve des équilibres entre les effectifs. Par exemple, en biologie, chimie, physique, en régenda, on trouve plus ou moins des effectifs similaires en termes d'hommes et femmes, alors que, par exemple, en éducation physique, on retrouvera beaucoup plus d'hommes et en régenda en français, beaucoup plus de femmes. On peut donc conclure que même à l'intérieur des filières, des ségrégations intrafilières existent également. Hommes et femmes ne s'orientent pas de la même manière en enseignement supérieur. Alors si on se pose la question maintenant de la composition sociale de nos institutions et que l'on s'intéresse aux étudiants boursiers, donc là je m'intéresse aux étudiants boursiers en haute école, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'ils sont globalement 14% d'étudiants boursiers dans nos écoles, dans les hautes écoles. Alors par rapport à ça, on peut être porté sur ce tableau en regard très optimiste, se dire c'est super, finalement, ils sont 14% à l'entrée, ils sont 14% à la sortie, on maintient nos effectifs en termes d'étudiants boursiers. On peut aussi porter un regard très pessimiste sur ces mêmes données en considérant qu'ils ne sont malheureusement que 14% à l'entrée et qu'on ne parvient pas à mieux les faire réussir que les autres. Donc, selon qu'on soit plutôt un optimiste ou un pessimiste, on peut considérer ces chiffres de deux manières différentes. Si on s'intéresse à l'évolution dans le temps de la composition sociale des effectifs, alors c'est très très difficile de trouver des données. Donc pour le coup, voilà ce que l'on peut dire sur l'UCL. Entre la génération de 1967 et la population de 1969, et on constate que finalement la répartition des effectifs a très très peu changé. On avait 21% d'étudiants d'origine modeste en 1967, on en a 17,6 en 1999. Il y en avait 31,6 d'origine élevée en 1967 et elle a augmenté en 1999. Donc,
quand on s'interroge sur la composition, sur l'hétérogénéisation des publics, il y a lieu de relativiser avec une série de chiffres qui permettent de constater qu'on n'est pas forcément tout le temps dans une perspective où de plus en plus de publics différents et fragiles parviennent à réussir dans l'enseignement supérieur. Donc, en synthèse, on peut retenir qu'il y a une massification, une féminisation du public de l'enseignement supérieur, mais on peut en parallèle, en tout cas moi je ne le ferai pas, mais s'interroger sur l'évolution du financement associé à cette massification du public, réfléchir par exemple à l'aménagement des locaux. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez nous par exemple, on constate sur un site de Charleroi qu'on n'a plus assez de place pour scolariser tous nos étudiants. On doit s'arranger pour les examens par exemple, pour être dans différents auditoires pour pouvoir scolariser tous nos étudiants. Le taux d'échec, je vous l'ai dit, est important, mais il est stable dans le temps. Retenir, c'est vraiment peut-être le message important, que accès à l'enseignement supérieur et réussite, ce n'est pas forcément la même chose, on n'est pas forcément sur la même ligne de base. Certains auteurs vont même jusqu'à considérer que l'ouverture de l'enseignement supérieur maintient les différences, la démocratisation n'étant effective qu'au début et la sélection s'opérant plus tard. Alors, ce qui est important aussi de considérer quand on jette un regard un peu macro sur l'enseignement supérieur, c'est que les étudiants ne s'orientent pas de la même manière. Certains secteurs seraient plutôt des refuges pour les étudiants des milieux plus modestes, qui par phénomène d'autocensure vont s'interdire l'inscription dans des filières dites prestigieuses. Ces orientations dans des filières plus ou moins prestigieuses étant pour une part aussi la conséquence de l'orientation enseignement secondaire. Et pour une part, l'enseignement supérieur hérite des orientations déjà réalisées en enseignement secondaire et qui, pour une part, sont basées sur le critère socio-économique. On a un exemple que je tire de l'AECES, de ce que ça peut avoir comme impact en termes de public scolarisé. Donc l'AECES s'est intéressé récemment au secteur primaire et préscolaire et ils caractérisent eux-mêmes le public qui fréquente ces établissements comme étant fragilisé. Pourquoi ? Parce que la moitié ne provient pas d'enseignement de type général. Alors, ce n'est pas un problème en soi, mais ça caractérise d'une certaine manière le public, que le taux d'étudiants qui bénéficient d'une bourse dans ces sections-là est de 25%, et précédemment, je vous ai montré qu'en moyenne, le taux d'étudiants boursiers est de 15%. Donc face à un public qui est davantage boursier, alors là non plus, ce n'est pas forcément un problème en soi, mais ça caractérise encore à nouveau le public d'une manière particulière, et ce sont aussi des secteurs caractérisés par une orientation de second choix. Donc aussi un public avec un parcours particulier, des motivations particulières, ce qui fait dire à certains auteurs que ces étudiants se retrouvent parfois dans ces secteurs car ils recherchent quoi ? Un espace rassurant et une formation enveloppante. Alors, est-ce que les formations dispensées à ce niveau-là doivent être de ce type-là ? En tout cas, c'est ce que les étudiants viennent y rechercher. Alors, ça aussi, je pense qu'on formalise une série de choses que vous percevez. C'est que le passé et l'histoire des étudiants jouent un rôle dont le poids diminue, et j'ai rajouté heureusement, au fur et à mesure de l'avancée. Donc, pour une part, plus l'étudiant est âgé, plus il a redoublé, plus ses chances de réussite diminuent. Le redoublement dans l'enseignement secondaire triple les risques de sortir sans diplôme. Et élément important aussi, là qui se consacre à l'enseignement universitaire, mais il y a peu de chances de croire que ce soit différent dans l'enseignement de haute école, c'est que l'école qui a été fréquentée par l'étudiant dans le secondaire et la variable socio-économique de cet établissement fréquenté dans l'enseignement secondaire impactent la réussite dans le supérieur. Donc, ce sont des éléments que l'on connaît sur notre système éducatif qui est relativement ségrégatif, mais là on a pu l'objectiver en ce qui concerne le lien entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. Alors, il y a un mais au mais. La figure de l'héritier est définitivement dépassée et la réussite s'envisage désormais comme une combinaison de variables associant conditions de vie, conditions d'études, capacité à faire face aux changements et à se projeter dans un avenir professionnel. Alors j'ai envie de dire ouf, sinon on est là pour rien. Et c'est donc que le rôle des acteurs y est primordial. Alors, qui sont ces acteurs ? À minima, les acteurs sont les étudiants et les enseignants. Donc je vais essayer de tenir un propos sur chacun de ces acteurs dans la suite de mon propos. Alors, pour essayer de donner un fil directeur à mon propos sur les étudiants et les enseignants, je vais me servir d'un modèle de base auquel je reviendrai rapidement en début de slide. C'est le modèle de Slevin, qui est un modèle qui n'est pas consacré à l'enseignement supérieur, qui n'est pas forcément récent, mais qui est relativement intéressant et qui peut s'appliquer à l'enseignement supérieur. Alors, le modèle de Slevin,
il postule quoi? Que tout acte d'enseignement est orienté vers les résultats, à savoir la réussite. Et que les éléments qui impactent cette réussite sont assez classiquement les aptitudes de l'étudiant. Donc, son niveau intellectuel, ses capacités cognitives, ses capacités de mémorisation, et tout ce que l'on peut mettre derrière aptitude de l'étudiant. Mais pas que. La motivation de l'étudiant a un rôle également prépondérant sur sa réussite. Un étudiant disposant de moins d'aptitudes mais étant très motivé par ses études pourra réussir son programme comme un étudiant peut-être plus brillant a priori au niveau des aptitudes. Alors Slevin ne s'arrête pas là, sinon à nouveau, on n'a peut-être pas non plus beaucoup de raisons d'être présent. L'enseignant a un impact et un lien très très fort avec les résultats par la qualité de son instruction, c'est-à-dire les contenus qu'il va sélectionner, la manière dont il va évaluer, le type de relations et d'aspects relationnels qu'il va pouvoir mettre en place dans son enseignement, la manière dont il va mettre en place un enseignement d'un niveau approprié qui va convenir aux difficultés de ses étudiants, la manière dont il va pouvoir mettre en place des incitants, c'est-à-dire comment il va pouvoir motiver ses étudiants, et la manière dont il va consacrer du temps aux éléments importants dans son apprentissage vont impacter deux variables, l'efficacité de son enseignement et le temps consacré à la tâche, qui ont un effet également sur les résultats. Donc je vais me servir de cette figure-là pour la suite. Alors si on s'intéresse aux étudiants, commençons peut-être par ce qu'on peut relever comme perception des étudiants par les enseignants. Alors, premier propos, les enseignants regrettent le consumérisme et l'utilitarisme des étudiants. Autre citation, les enseignants perçoivent les étudiants comme des jeunes sans projet, n'étant pas présents par pur intérêt pour les disciplines enseignées, mais parce qu'il est admis que les études supérieures sont une nécessité. Et les enseignants considèrent aussi que les étudiants ont une faible motivation qui entraîne un manque d'esprit critique, et ils ont une préférence pour l'enseignement à des étudiants plus avancés dans le parcours. Alors je ne dis pas que tout le monde partage forcément ces conceptions, mais elles sont issues en tout cas de recherches qui s'intéressent aux perceptions des enseignants sur les étudiants. Alors si je continue dans les perceptions, nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Et une dernière, je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Alors je ne sais pas si vous connaissez les auteurs. Pardon? Quelqu'un connaît les auteurs de ces citations-là? Ouais, effectivement, donc c'est pas ce propos sur nos jeunes n'est pas forcément récent. Donc il y en a une qui vient de Socrate et l'autre de Hésiode, ce qui permet, à mon avis, de relativiser peut-être ce regard un peu dur sur la génération qui suit, sur les jeunes, et de dire qu'au final, ça fait un petit temps peut-être que le regard sur les jeunes est un peu semblable. Et donc, comme le propose Ehrlich, ce qui est peut-être intéressant, c'est de ne pas prendre au comptant ce discours commun que l'on pourrait avoir sur l'inadéquation des publics entre ce que l'on attend d'eux, ce qu'ils sont, entre les projets qu'on a pour eux et les projets qu'ils ont, mais plutôt de considérer que l'entrée dans le supérieur est une étape importante dans la vie de ces jeunes et, comme le dit Andrisi, peut-être concevoir que finalement c'est une propédeutique à la vie d'adulte. Et je trouve que là c'est une belle manière de considérer cette entrée parce qu'effectivement il y a un tas de choses qui se passent, ce sont des étudiants mais ils préparent aussi leur vie d'adulte. Alors concernant ce moment particulier du passage du secondaire au supérieur, beaucoup de choses ont été écrites et un des auteurs principaux, donc on va vraiment se consacrer à l'étudiant, un des auteurs principaux, c'est Coulon, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Le métier étudiant, le métier d'élève, enfin l'un des deux, qui s'est vraiment intéressé à c'est quoi le métier d'élève, c'est quoi le métier d'étudiant. Et il s'est intéressé particulièrement au passage entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, qu'il qualifie de rupture. Alors premier type de rupture, peut-être pas pour tous de la même manière, mais on quitte son domicile, on quitte son école. On doit adapter un nouveau mode de vie. Peut-être qu'on vit dans un code, on doit être autonome. On a un nouveau rapport au temps, la durée des cours n'est pas la même. On n'a pas forcément un enseignant qui va nous faire noter au journal de classe que pour la semaine prochaine, on doit revoir son cours. Un nouveau rapport à l'espace, on est dans un auditoire comme maintenant, on n'est plus dans une classe de 25. Des nouvelles règles, il y en a parfois moins, en tout cas des règles différentes dans le supérieur. Et un nouveau rapport au savoir. Et donc, Coulon caractérise ce premier temps comme un temps de l'étrangeté, face auquel l'étudiant va devoir faire preuve de toute une série d'apprentissages pour s'affilier à ces nouvelles règles. Et j'ai mis ou pas, parce que généralement, ceux qui décrochent sont ceux qui, pour une part, ne sont pas parvenus à s'affilier à ces nouvelles règles caractéristiques du supérieur. Alors cette rupture, elle ne concerne pas que l'étudiant, elle est aussi en lien entre
ce que l'enseignant va lui proposer et ce qu'il a peut-être vécu par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une rupture psychopédagogique qui s'établit aussi, dans le sens où l'étudiant va vivre des situations inédites pour lui. L'apprentissage par problème, système Keller, l'étude de cas, des cours en grand groupe, une quantité de matière beaucoup plus importante, des enseignants, que j'ai mis entre guillemets, différents. Et tous ces éléments qui caractérisent la rupture psychopédagogique vont avoir un impact sous la forme de malentendus pédagogiques notamment, où l'enseignant du supérieur aura moins tendance à expliciter ses consignes, ses objectifs que les enseignants du secondaire. Et pour une part, les étudiants auront du mal à faire ce pas entre ce que l'enseignant leur dit, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils en comprennent. Et donc, une série d'impacts, par exemple, sur les objectifs et les méthodes d'évaluation. On constate qu'entre ce qu'un enseignant pense dire à ses élèves et ce que les élèves en comprennent dans l'enseignement supérieur, il y a des grosses différences qui surviennent, surtout en première année. Alors, si on s'intéresse au mode d'étude des étudiants en enseignement supérieur, Montfort, qui a fait une étude sur le sujet, en conclut que c'est peu connu parce que, pour la plupart du temps, les étudiants nous font croire qu'ils font ce qu'on attend d'eux pour réussir, et qu'ils dissimulent. Et c'est plutôt donner une illusion qu'ils satisfont aux exigences. Et J-Lab, juste un peu plus tard, conclut que ce que les étudiants mettent en place pour travailler, pour étudier, pour réussir, ce n'est pas forcément une méthode, une méthodologie éprouvée et formalisée, mais plutôt un bricolage individuel basé sur l'essai-erreur, le tâtonnement, l'ajustement et l'évaluation, ce qui rend très difficile la formalisation de leur mode d'étude et ça le rend également peu transférable. Et la recherche a beaucoup de mal à clarifier ces modes d'étude des étudiants en enseignement supérieur. Par contre, là où des éléments ont été avancés, c'est par rapport aux déterminants de la réussite. Donc, qu'est-ce qui caractérise la réussite des étudiants? De Kettel, en 1990, donc un collègue de l'UCL a travaillé sur la question, et il a établi, et ça vaut toujours pour aujourd'hui, que ce qui comptait, c'est de manière assez logique peut-être les facteurs cognitifs, aptitude intellectuelle, réussite scolaire antérieure, capacité cognitive, mais aussi l'intérêt pour les études poursuivies, donc ça a un impact sur la réussite, la décision d'entrer dans la filière d'études, et la capacité pour l'individu à se fixer des objectifs pertinents. Alors, par rapport à ça, on voit qu'un élément qui apparaît, qui semble important, c'est la notion de projet, et on en parle de plus en plus dans l'enseignement supérieur. Donc, quelle est la vision de l'avenir qu'ont les étudiants du supérieur? Quel projet personnel, quel projet professionnel? Est-ce que leur orientation est à la base d'un choix? Donc là, on va plutôt s'intéresser à la motivation de l'étudiant. Et un auteur en France récemment a essayé de caractériser les différents types de projets à l'œuvre chez les étudiants qui seraient en enseignement supérieur. Alors, il y aurait un premier type de projet qui serait un projet professionnel. Les étudiants s'inscrivent dans une filière parce qu'ils recherchent un emploi, parce qu'ils ont une vocation. On pense par exemple aux instituts qui, très petits, disent « moi je veux devenir instituteur » et on s'inscrit à la haute école parce qu'on veut devenir instituteur, ça répond à une vocation. Et donc, il y aura une recherche d'un savoir utile à leur emploi. C'est la perspective dans laquelle vont se placer les étudiants. Ils viennent rechercher un savoir qui va leur permettre d'être des bons instituts. On aurait une orientation plutôt intellectuelle, un intérêt pour les contenus. C'est-à-dire qu'il y aurait plutôt un rapport intellectuel au savoir. Alors, je prends un autre exemple, peut-être lié à mon passé. Dans le secondaire, j'aimais bien l'histoire. Je me suis dit, tiens, je vais faire un régenda en histoire. Donc, j'avais plutôt un rapport intellectuel au savoir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire. Donc, je me suis orienté dans un secteur où je pouvais recevoir des cours d'histoire d'enseignement supérieur. Il y a aussi les étudiants qui, de manière très pragmatique, on ne peut pas leur reprocher, qui s'orientent à juste titre pour obtenir un diplôme. Des étudiants, quand on les interroge, qui disent que finalement, ce qui les intéresse beaucoup dans l'enseignement supérieur, c'est l'aspect social. On rencontre d'autres étudiants, on peut s'engager, on peut mener des projets. Et finalement, pour une large part, nos étudiants ont un projet qui est en construction, qui n'est pas finalisé, qui se retrouve un peu parfois par hasard sur les bancs et qui, au cours de leur parcours, vont devoir construire le projet qu'ils n'avaient pas en entrant. En considérant que ces différentes dimensions, ces différents projets ne sont pas forcément exclusifs. Les étudiants peuvent avoir plusieurs types de perspectives, plusieurs types de projets parallèles. Alors, comme j'ai essayé de vous le dire, cette dimension du projet, elle est particulièrement importante dans l'enseignement supérieur. Elle doit être valorisée car elle a un impact sur la motivation, et qui dit motivation dit réussite, et sur la persévérance de l'étudiant. L'étudiant qui a un projet qu'il veut mener à bien sera caractérisé par une persévérance beaucoup plus longue. Il va moins décrocher qu'un autre étudiant. Et ce projet est également en lien avec les représentations que les étudiants ont de leur profession.
Et beaucoup d'études sont intéressées à ces représentations, et j'en prends quelques-unes, c'est beaucoup fait dans la formation à l'enseignement. On s'est intéressé aux représentations que des individus avaient du métier d'institut primaire et maternel, et ce que l'on constate, c'est que parfois ces conceptions sont à l'opposé de la profession, sont banales, erronées ou naïves. Et que donc, lors des premiers stages, il y a une forme de choc de réalité où les représentations des conceptions qu'on a d'un métier et ce qu'on en rencontre vont parfois causer beaucoup de difficultés à l'étudiant qui va soit s'accrocher, soit peut-être décrocher parce que entre ce qu'il se représentait et ce qu'il vit, il y a un décalage trop fort. Alors quelques exemples. Être institut, c'est quoi? C'est travailler avec des enfants. Oui, mais il faut aussi travailler avec des collègues, une direction, des parents. Être institut ou être enseignant, c'est transmettre un contenu. Et là, je reprends mon exemple du régent en histoire. Moi, je voulais transmettre de l'histoire, mais après, on est venu me parler de didactique. Et ça n'a pas forcément été un travail évident pour moi de considérer que être enseignant, c'est aussi réfléchir à comment on transmet certains aspects, comment on développe des compétences en lien avec une discipline. Et des étudiants ont parfois des difficultés, quand ils ont un goût pour la matière, de devoir réfléchir aux aspects didactiques. C'est aussi, c'est appliquer des recettes toutes faites. Il y a des manuels, il y a enseignant.be, on prend une leçon, on la donne à ses élèves. Une conception à nouveau erronée, parce que quid du développement de ses propres ressources et du développement des compétences réflexives par rapport à ce que l'on fait. Et on pourrait comme ça faire une liste assez longue des conceptions avec lesquelles nos étudiants entrent en première année à formation à l'enseignement, c'est certainement le cas pour toutes les filières, et qui parfois sont une entrave à la réussite. Alors, on a souvent aussi un propos sur ce qu'on pourrait appeler nos nouveaux étudiants, qui seraient une nouvelle génération, qui disposerait de nouvelles compétences. Alors on parle de la génération Y, qui serait marquée par la technologie. Là, pour se mettre tout le monde d'accord sur ce que c'est la génération Y, j'ai une petite vidéo. Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni les menaces de bombes atomiques, et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why, parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56K, 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah ouais, d'accord. C'est là où j'ai appris qu'Ico c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI 89, et j'écoutais mon iPod à la récré, ou mon mini-disque, ou le Discman. Walkman? En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà 2 vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma 3e main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Voilà, j'ai vu que certains s'étaient reconnus. Donc là, je trouve que le document est bien fait. Et donc, à mon avis, interroge un enseignant, ou en tout cas la littérature ou la radio, en tout cas les médias font un lien entre cette nouvelle génération et peut-être les nouveaux processus d'apprentissage qui seraient liés à cette nouvelle génération. Alors, par rapport à ça, on ne sera peut-être pas d'accord, et on pourra peut-être en discuter. La position que moi je vais relayer, en tout cas que j'ai pu retrouver en littérature, c'est que je pense qu'il est important de dépasser le mythe, parce qu'il n'est pas forcément conforme à la réalité. Il pêche par un cruel manque de nuances et surtout risque d'opposer des groupes et de faire apparaître des décalages inexistants, artificiels et un peu caricaturaux
par exemple, les profs et les étudiants. Les profs ne seraient pas génération Y et donc ne maîtrisent pas la technologie, alors que les étudiants, oui. Des conflits de génération entre les jeunes et les moins jeunes. Alors, je vais vous passer un extrait très très court d'un film que j'ai vu récemment qui, à mon avis, met clairement en avant. Ah, ça n'a pas marché. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'avais un extrait de film pour vous montrer tous les types de clichés qu'on pouvait retrouver par rapport aux différentes générations. Et le risque, à mon avis, de ces oppositions, c'est de faire repartir dos à dos des générations parce que peut-être n'auraient pas les mêmes compétences technologiques. Donc je pense qu'il faut être relativement précautionneux avec ce type d'approche séduisante, certes, mais qui ne renvoie pas forcément à beaucoup de choses dans la littérature. En tout cas, dans ce que j'ai pu consulter sur ce qu'en dit la recherche, c'est que pour une part, les pratiques récréatives, donc ce que nos étudiants font dans leur vie privée avec la nouvelle technologie, n'impactent pas, ne se transfèrent pas forcément dans leur vie scolaire. Donc il n'y a pas forcément de lien entre les deux, il y a plutôt une déconnexion. Et c'est plutôt ce qu'on va leur demander de faire dans le cadre des cours qui sera utilisé. Il n'y a pas de transfert spontané entre leurs usages privés et les usages scolaires. Et puis qu'on s'intéresse à ce qu'ils font au point de vue de la technologie, nos étudiants, ben, finalement, ça n'a rien de spectaculaire et c'est très routinier. C'est-à-dire qu'ils consultent leurs mails, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, ils téléchargent et utilisent une plateforme d'enseignement. Et avec ces différentes fonctions, on recouvre 95% de l'utilisation des technologies par les jeunes de cette génération Y. Donc pas forcément des choses spectaculaires. Et quand on s'interroge plutôt sur la maîtrise de compétences de recherche avancée, il suffit parfois de voir comment les étudiants font leurs recherches dans le cadre du mémoire sur Google. Parfois c'est effarant de constater la difficulté qu'ils ont à utiliser correctement des outils de recherche, des outils de veille scientifique pour être tenus informés de toute une série d'informations, de centralisation d'infos et de curation. Ben, on remarque que les étudiants ne sont pas forcément aussi compétents que ça, voire même parfois moins compétents que les enseignants qu'ils ont en face d'eux, et heureusement, je pense. Alors, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a un principe d'économie de la part des étudiants, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce qu'ils connaissent, ce qui ne leur coûte pas cher en termes d'investissement, par exemple, pour maîtriser, et qui donne des résultats immédiats. Et qu'en certaines situations très particulières, le blocus par exemple, eh bien, ils reviennent à des manières de faire très traditionnelles qui ne sont pas caractéristiques d'une nouvelle génération ou liées à la technologie. Dans le cadre du blocus, par exemple, beaucoup d'étudiants reviennent très volontairement au bon bloc de feuilles, au fluo et au bic. Et on ne voit pas de nouvelles manières de faire, de nouvelles intégrations à la technologie pour toute une série d'activités des étudiants. Donc je pense que ce qui est important, c'est de bien relativiser entre ce qu'on peut en dire et ce que la recherche montre en tout cas à ce jour sur les manières de faire avec la technologie. Par contre, ce qui semble plus important, c'est avec eux développer davantage leur environnement personnel d'apprentissage où la technologie prend une grande place. Alors c'est quoi l'environnement personnel d'apprentissage? Il y a beaucoup de définitions. Là j'ai repris une image que j'ai trouvée chez Marcel Lebrun, donc un collègue de l'UCL, qui considère que pour une part, apprendre pourrait, c'est une proposition, hein, se définir par se motiver, s'activer, activer, produire, faire interagir, s'informer, et que pour une part, toute une série d'outils technologiques peuvent servir à développer ces compétences. Et l'utilisation, l'intégration de ces différentes compétences liées à ces différents outils va développer l'environnement personnel d'apprentissage de nos étudiants. Par exemple, si je prends ici le cadre s'activer, la curation, apprendre aux étudiants à utiliser Scoopit. Pour une part, on va développer leur environnement personnel d'apprentissage. Pour la production, leur montrer l'intérêt de travailler Google Docs, par exemple. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ces dimensions technologiques parce que je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un, voire plusieurs experts de la dimension technologique. Je pense à mon collègue Gaëtan qui anime un atelier tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'il sera très heureux d'en débattre avec vous. Voilà, mon point se termine là sur les étudiants. Donc, je vais maintenant m'intéresser à un deuxième type d'acteurs, les enseignants, et plus précisément les pratiques d'enseignement des enseignants du supérieur. Donc, plutôt la qualité de ce qui est mis en place, le niveau, les incitants et le temps consacré. Alors, pour se mettre d'accord sur une définition, les pratiques pédagogiques sont définies par les méthodes pédagogiques adoptées par l'enseignant pour faire acquérir des connaissances aux apprenants. Ainsi, la méthode oriente le choix des pratiques. Interviennent de manière quasi systématique des éléments imprévus qui ont pour conséquence le fait que la pratique ne suit pas toujours un chemin balisé, d'autant plus que la pratique échappe toujours un tant soit peu à la théorie. Alors, question,
que sait-on de ses pratiques, voire même de ses propres pratiques à soi, en tant qu'enseignant en enseignement supérieur? Alors, je ne vais pas vous révéler beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que beaucoup d'auteurs considèrent qu'on en sait très peu de choses, en fait, des pratiques d'enseignement supérieur, et j'ai une série d'éléments pour le justifier. Donc, Michaud nous parle d'une zone d'ombre. Bedin et Broussal considèrent qu'il s'agit d'une question interdite à l'investigation. Clanet nous dit que les universitaires ont longtemps considéré comme saugrenus que l'on puisse étudier leurs pratiques. Bru conclut à une absence de connaissances suffisamment détaillées. Biro se demande même si elles s'organisent vraiment en méthode, ces pratiques. Bedin et Broussal, qui s'intéressent au lien qu'on peut faire entre pratique et effet, considèrent que peu de travaux portent sur la responsabilité de l'interaction pédagogique dans la réussite des étudiants du supérieur. Et Romainville n'en dit pas plus, puisqu'il conclut par, dans le supérieur, la question du lien entre les pratiques et leurs effets reste relativement tabou. On est donc face à une boîte noire qui est rarement observée in situ, qui est souvent étudiée par le biais de déclarations. Donc on va plutôt s'intéresser à des pratiques déclarées. On va rarement faire l'opération d'aller dans une classe avec une caméra, observer un enseignant du supérieur et disséquer avec ou sans lui ses pratiques. Alors pourquoi cette situation? D'autant plus que nos collègues enseignants du secondaire et du primaire, eux, sont disséqués. En tout cas, leurs pratiques sont largement disséquées depuis de nombreuses années. On peut se demander pourquoi il y a cet écart très très fort entre enseignants du supérieur et enseignants de l'obligatoire. Alors il y a toute une série de réponses. On peut répondre que le programme est beaucoup moins standardisé dans le supérieur que dans l'inférieur. On peut aussi répondre que l'enseignement supérieur est caractérisé par une plus grande diversité d'intervenants qui mettent en place des interventions très variées. Donner un cours en amphi, suivre un mémoire, faire des visites de stage, des supervisions des labos, c'est des pratiques d'enseignement très différentes et que peut-être l'unité pratique d'enseignement est très difficile à définir et donc à observer. On peut aussi considérer que cela a un impact forcément sur la taille des groupes. On ne fait pas de la supervision en amphi, on ne fait pas du suivi de mémoire en amphi non plus. On peut aussi considérer qu'il y a un impact des formations de plus en plus professionnelles, considérer que le rôle de l'expérience est de plus en plus important de par le fait que le développement de la formation tout au long de la vie s'invite de plus en plus d'enseignement supérieur. Une évolution rapide des technologies, donc de plus en plus de cours se donnent en partie ou totalement en ligne. Donc comment on observe une pratique d'enseignement pour un cours qui est partiellement en ligne. Considérer aussi qu'il y a très très peu de formations à la pédagogie de l'enseignement supérieur. Elles sont rares, inexistantes ou insuffisantes. Et donc on n'a pas une pratique pédagogique diffusée globalement à laquelle adhéreraient tous les enseignants du supérieur. On a une formation qui est le CAPES, qui est très très courte et qui ne permet pas de formaliser une méthode, une approche pédagogique de l'enseignement supérieur. Et on peut d'ailleurs constater et regretter qu'au plus le niveau d'enseignement est élevé, au plus la formation pédagogique est courte. Et nous, à l'université, on est touchés par la grâce pédagogique parce qu'il n'y a même pas de formation pédagogique. Donc on peut aussi s'étonner de ce constat et de lien finalement entre, au plus on s'élève par rapport aux niveaux étudiants, au moins on a besoin d'être formé. Alors à mon avis, c'est très interpellant. Et on est aussi peut-être dans des cas de figure où les pratiques n'évoluent pas beaucoup parce qu'elles sont fortement marquées par l'isomorphisme. On reproduit pour une part ce que l'on a vécu en tant qu'étudiant dans le supérieur, et notamment, et c'est peut-être la seule pratique pédagogique sur laquelle on a beaucoup écrit, c'est sur la pratique de l'exposé et du cours ex cathedra, que certains qualifient de la manière suivante: l'enseignant fait comme si son public suivait son exposé, comme je fais maintenant, et les questions sont d'ordre rhétorique. Et moi, j'en pose même pas, sans gestion de l'hétérogénéité. Alors, Parpet caractérise ce type de cours comme oralographique. L'enseignant parle, les élèves écrivent, et parfois on observe différentes choses, c'est-à-dire on facilite la prise de notes, ou comme j'ai pu le faire, on passe une petite vidéo marrante pour maintenir l'intérêt. Alors, on peut s'interroger, mais qu'est-ce que nos étudiants pensent de ce cours ex cathedra? Eh bien, peut-être, en tout cas moi ça m'a relativement surpris, c'est qu'ils y sont pour une part favorables. Notamment parce qu'il s'agirait d'un rituel qui légitime les postures enseignantes et étudiantes. Être étudiant dans le supérieur, oui, c'est aller assister en amphi dans un cours donné par un enseignant. Donc pour une part, ça légitime leur position d'étudiant du supérieur et donc ils ne sont pas forcément opposés à ce type de cours. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils demandent 30 heures de cours semaine de manière ex cathedra en amphi, mais n'ont pas forcément une opposition forte à ce type de cours. Notamment avec l'enseignement à distance, ce qu'ils apprécient dans ce type de cours, c'est le côté immédiat des échanges. On peut directement interagir avec l'enseignant. Alors, ce n'est pas forcément facile à 200,
Il y a une diminution du risque d'isolement et de malentendu. Et ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est l'aspect contrainte. Ils sont obligés, durant 2 heures, d'être assis, d'écouter, de prendre note. Enfin, du moins s'ils viennent jusqu'au cours. En tout cas, ceux qui y sont particulièrement contents de ces contraintes. Et il ne faut pas oublier non plus que cette pratique est aussi au cœur de ce que l'on est en train de mettre en place dans différentes universités. Les MOOC, pour une part, alors pas essentiellement, mais ce qu'on voit beaucoup dans des MOOC sont quand même des cours de type ex cathedra, où on filme un enseignant brillant, et qui est ensuite regardé par des milliers, des millions de gens dans le monde. Donc la pratique ex cathedra a encore apparemment une belle vie devant elle. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une pratique économique qui permet de délivrer un grand message à un grand nombre d'auditeurs dans un temps relativement court. Alors on peut aussi s'intéresser à l'effet des pratiques et à l'impact de l'enseignant, parce que fort heureusement, les pratiques mises en place par les enseignants ont un impact sur l'apprentissage, sur la réussite, mais aussi un effet indirect sur la manière d'étudier. Et là, je reprends 2 auteurs anglophones, Prosser et Triguel, qui montrent quoi? Que tout enseignant a une conception de l'enseignement qu'il va incarner, transférer dans ce qu'il va mettre en place en termes d'enseignement. Et que ce qu'il va mettre en place en termes d'enseignement va impacter l'étudiant dans sa conception de l'apprentissage. Dit autrement, si le message de l'enseignant c'est « je viens donner un cours », vous écoutez 2 heures et vous retenez, l'étudiant va comprendre que la compétence qu'on attend de lui, c'est la mémorisation. Donc dans son cours, il va mémoriser. Si l'étudiant met en place des choses, on va développer son esprit critique, l'étudiant va comprendre que ce qu'on attend de lui comme métier d'étudiant, c'est développer son esprit critique, et il va concevoir que son métier d'étudiant est différent. Il faut développer l'esprit critique et pas uniquement la mémorisation. Donc il y a un lien très très fort entre ce que l'on met en place et la manière dont l'étudiant va se projeter dans le cours. Alors, on le perçoit naturellement, mais je pense parfois c'est important de voir que la recherche peut formaliser, peut objectiver ce que l'on ressent. Alors, l'enseignant a également un impact fort sur la motivation, notamment parce qu'il représente quelqu'un de significatif pour l'étudiant, et l'étudiant a besoin de bénéficier de l'attention de quelqu'un de significatif. Les enseignants sont identifiés comme tels par les étudiants, donc ça c'est important d'en être conscient et de considérer qu'on a un rôle à ce niveau-là. Les étudiants ont besoin de compétences, donc de là l'intérêt de mettre en place des choses d'un niveau approprié pour que l'étudiant puisse les réussir et considérer qu'il est compétent, idéalement tout seul, pour que son besoin d'autonomie soit rempli, soit rencontré, ce qui aura comme impact de renforcer son autodétermination, c'est-à-dire qu'il va considérer qu'il est à la base de ses propres actions, ce qui a un lien avec la réussite, et qui va renforcer son sentiment d'efficacité personnelle, qui est notamment influencé par les expériences actives de maîtrise. Donc au plus le niveau sera approprié, au plus on pourra mettre l'étudiant dans une situation où il va réussir ce qu'on lui propose, au plus son sentiment d'efficacité personnelle va être renforcé, au plus il va être motivé, donc au plus il devrait réussir. Alors ça semble être un peu une boucle vertueuse, alors ça ne marche pas toujours aussi bien que ça, mais la logique se trouve là. Alors on peut aussi s'intéresser à l'efficacité des pratiques. Efficacité au sens très strict de est-ce que les pratiques améliorent les résultats moyens tout en diminuant la dispersion, c'est-à-dire que nos étudiants pourraient mieux réussir confrontés à certaines pratiques et l'écart-type, donc la dispersion des résultats serait moindre. Les étudiants réussiraient mieux et il y aurait moins de différence entre les plus forts et les plus faibles. Donc au sens un peu strict du terme, l'efficacité d'une pratique, c'est ça. Faire réussir mieux tout le monde en diminuant la différence entre les forts et les faibles. Alors, à ce niveau-là, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a très très peu de réponses. Et puisque généralement on n'observe pas les pratiques, il est très très difficile de conclure au lien entre un type de pratique et son efficacité sur les résultats. Et donc, ce qu'on fait, on n'est pas beaucoup à le faire, en tout cas en contexte belge francophone, c'est de considérer que ce qui marche pour enseignement obligatoire, marche pour enseignement supérieur. Et là, et quand j'en parle, je ne me fais pas forcément que des amis, c'est plaider pour l'enseignement explicite, la direct instruction en anglais, qui est une manière très particulière d'appréhender l'enseignement. Alors, je vais essayer de le faire en une dia et en 2 minutes, ce qui est très réducteur d'enseignement explicite. L'enseignement explicite se caractérise par l'application d'une manière de faire très rigoureuse, qui commence par la présentation des objectifs, la vérification des prérequis. Vous allez voir, ça ressemble très très fort à la pédagogie inspirée du behaviorisme. Un apprentissage qui se caractérise par 3 temps. Un premier temps qui est le modelage par l'enseignant à voix haute. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'addition écrite, l'enseignant
explique ce qu'il fait et raisonne à voix haute. Donc il y a une très très forte présence de l'enseignant qui, pour une part, démontre pour commencer et démontre à voix haute, en considérant que le cheminement de pensée qu'il va mettre en place en étant en train de résoudre l'exercice va être répliqué par l'étudiant qui sera face au même problème. On passe ensuite à une pratique guidée, donc l'enseignant fait avec les élèves les mêmes activités et uniquement à la fin, la pratique autonome où l'étudiant se retrouve seul face à la tâche. Alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on conçoit que l'on commence d'abord par des tâches faciles pour ensuite aller vers la complexité. Alors comme vous l'aurez sans doute pressenti, ou en tout cas ça se distingue très très fort de l'approche socio-constructiviste, où on plaide pour une approche autonome, en groupe, en tout cas sans l'enseignant dès le début, en commençant par des éléments complexes. On devrait découvrir le sens par la complexité. Les personnes qui adhèrent plutôt à l'enseignement explicite reconnaissent sans problème que cette approche se distingue très fortement du socio-constructivisme et les résultats montrent que cette approche est beaucoup plus efficace. Les résultats des étudiants sont meilleurs, surtout les étudiants les plus fragilisés. Donc on peut en parler après si vous voulez, c'est un débat qui anime beaucoup les sciences de l'éducation. Et donc, pour reprendre mon idée, c'est de se dire peut-être que cet enseignant explicité, qui fonctionne très bien dans l'enseignement obligatoire, il y a très très peu de raisons qu'il ne fonctionne pas dans l'enseignement supérieur. Et je me suis demandé finalement, chez vous, à la HEH, quelles pratiques sont valorisées, quelles pratiques sont mises en avant. Alors vous vous demandez comment j'ai eu accès à vos pratiques. Alors je ne suis pas venu vous filmer à votre insu, mais j'avais en stock une riche et rare, faut le dire, enquête qui a été réalisée par l'équipe du SAR, qui s'est intéressée sur base d'un questionnaire aux pratiques des enseignants de la haute école. Alors, je trouvais que c'était une mine d'or parce qu'on trouve très très peu d'éléments de ce type-là. Alors, c'est une enquête qui a été faite par questionnaire, il y a eu 53 répondants, vous y avez peut-être participé. Elle s'est intéressée à tous les campus de la haute école, pédagogique, technique, sociale et économique, et s'intéressait à deux choses. Demander aux enseignants de la haute école les méthodes, procédés, techniques qu'ils mettent en place pour permettre aux étudiants de mieux comprendre, et les procédés pédagogiques utilisés, et là c'est très ciblé, avant la période d'examen pour permettre aux étudiants de réussir leur examen. Et donc les enseignants qui ont accepté de répondre à ce questionnaire ont répondu à ces deux questions-là. Et j'ai repris ces réponses sur base de l'enquête que j'avais à ma disposition, en essayant de me dire, il y a un problème d'animation, en essayant de me dire, à quel courant, à quelle approche on peut raccrocher les réponses des enseignants. Et j'ai joué au jeu de cette famille, j'en ai trouvé deux. Il y a d'une part toute une série de réponses qui sont de l'ordre de « je privilégie les méthodes actives », les recherches personnelles de l'étudiant, la découverte par interaction-induction, le débat, ce sont les étudiants qui choisissent le contenu, la pédagogie du projet, le socio-constructivisme et pédagogie différenciée. Donc ça, c'est toute une série de réponses que j'ai classées dans ma première famille. Et puis, toute une série de répondants qui disent moi, je favorise beaucoup les questions-réponses. Je veux répondre à toutes les questions des élèves. Je pense qu'il faut un exposé magistral pour certains points de matière. Il faut fournir des structurants. Il faut faire des rappels. Il faut contrôler l'acquisition. Il faut exerciser. Il faut présenter des objectifs clairs. Alors, ce travail mériterait d'être refait vraiment en profondeur et d'aller un peu plus loin, mais en tout cas, moi, j'ai pris ce que j'avais à ma disposition et j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que deux familles de méthodes pédagogiques se retrouvent dans les réponses. D'une part, on aurait dans le cadre de gauche tous les individus, en tout cas toutes les pratiques recensées qui vraiment se raccrochent au constructivisme, à la pédagogie de la découverte et tout ce que l'on en sait. Et de l'autre côté, toutes les choses qui sont quand même drôlement reliées pour une part à l'enseignement explicite et ce que j'ai pu vous en dire. Alors, j'aurais trois questions à vous poser, je ne sais pas si on aura l'occasion, mais est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous retrouvez bien vos réponses dans ce que j'ai pu reprendre? Est-ce que la manière dont vous définissez votre enseignement, est-ce que vous êtes strictement dans une case ou strictement dans l'autre, ou c'est plutôt un mélange entre différents aspects? Donc ça, c'est votre conception de l'enseignement, mais aussi votre pratique d'enseignement, parce qu'on n'est pas toujours d'accord entre la manière dont on conçoit l'enseignement et comment on pratique. Est-ce que vous êtes plutôt 100% d'un côté ou majoritairement d'un côté, ou est-ce que vous pensez que vous alternerez les deux? Et ça, je pense, c'est vraiment une question qui est vraiment intéressante et qui pourrait faire l'objet de recherches vraiment intéressantes sur les pratiques d'enseignement à la haute école. C'est vraiment un très très fort appel du pied que je vous fais à ce niveau-là. Alors, une autre manière de s'intéresser à l'efficacité de ce que font les enseignants, c'est le l'évaluation des enseignements par les étudiants.
Donc, qu'est-ce que les étudiants pensent de l'efficacité de ce que les enseignants mettent en place? Alors, trop souvent, il y a une vision négative de cette évaluation par les enseignants, certains y voyant un outil de contrôle plutôt qu'un levier de développement professionnel. Or, les recherches montrent quoi? Que les étudiants, en fait, ils sont de très très bons évaluateurs de nos pratiques. Et que ce sont des traces à partir desquelles l'enseignant peut vraiment s'améliorer. Alors, pour clarifier un peu pourquoi ce sont des bons évaluateurs, on a fait quelques recherches là-dessus, et on montre quoi? Que l'étudiant, il est capable de s'exprimer et d'évaluer toute une série de facettes de l'enseignement. Il est capable de parler de l'enseignant. C'est très personnel, est-ce qu'il est sympathique, est-ce qu'il a un sens de l'humour, son apparence physique. Et c'est parfois sur ce point-là que l'on reproche le plus de choses à l'évaluation des enseignements. On considère que les étudiants vont dire « ce prof est sympa, c'est un bon prof, ce prof est sévère, c'est un mauvais prof ». Et c'est une vision très caricaturale des choses, parce que quand on analyse vraiment le contenu des réponses, on voit que les étudiants peuvent aller beaucoup plus loin. Ils peuvent s'intéresser aux actions que l'enseignant met en place, en distinguant les actions qui sont d'ordre didactique, la manière dont l'enseignant choisit et organise ses contenus, quel discours didactique il va formuler, quel support didactique il emploie. Ils vont aussi pouvoir s'intéresser et dire des choses par rapport aux actions d'ordre psychopédagogique. Quelle est la forme du discours, quelles activités, quelle pertinence des activités qui sont proposées, quel feedback, quelle méthode d'évaluation, quelle gestion du temps. Ils vont aussi pouvoir faire toute une série de commentaires sur le contexte, sur l'institution, c'est-à-dire est-ce que les horaires conviennent à ce qu'ils doivent faire, est-ce que l'environnement est idéal, est-ce que la composition du groupe classe convient, est-ce que le programme de cours est intéressant, est-ce qu'il y a du matériel nécessaire pour faire ce qu'on nous demande de faire. Donc les étudiants arrivent à faire une série de commentaires sur tous ces éléments-là, voire même ils arrivent à montrer les effets en termes d'apprentissage et d'enseignement que peuvent avoir l'enseignant, ses actions et le contexte. Donc, une fois que l'on se met d'accord là-dessus, on ne peut que considérer que nos étudiants sont finalement de bons évaluateurs de nos pratiques. Alors, ce qu'ils disent n'est pas forcément à prendre pour argent comptant, mais le message est vraiment de se dire qu'il y a des choses très intéressantes à aller rechercher dans ces évaluations menées par les étudiants. Alors, j'entame le dernier point de mon triptyque, plutôt le système cette fois-ci et la promotion de la réussite, en considérant, avec un petit regard dans le rétroviseur, qu'on est face à un système qui évolue. Alors, est-ce qu'il évolue en regard d'un nouveau modèle de société, ou parce qu'un échec de masse, finalement, coûte cher, et qu'il est peut-être intéressant de réfléchir à mettre en place des choses pour que cet échec coûte moins cher? Alors, j'aime bien reprendre la citation de Marc Romainville, qui nous dit qu'au primaire, les échecs sont devenus un problème quand il a été admis que tous les enfants avaient droit à l'instruction minimale dont ils avaient besoin et que la sélection n'était plus compatible avec les valeurs qui se répandaient dans la société. Peut-être le supérieur connaît-il actuellement une évolution similaire. Les échecs enregistrés dans le supérieur ont commencé à préoccuper la société, c'est un bon signe. Et j'adhère assez fort à cette conception de se dire que peut-être maintenant il y a une prise de recul, une prise de conscience sur le fait que rater l'enseignement supérieur, ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi et qui est logique, et que peut-être on peut agir. Et on ressent cette préoccupation à différents niveaux. Donc récemment, en 2007, au niveau européen, on retrouve quoi dans les documents de la Commission européenne? Le fait qu'il y ait une aspiration sociétale, que le corps étudiant entrant devrait refléter la diversité de nos populations. C'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir y rentrer, devrait pouvoir y réussir, et que tout enseignement de haute école devrait être une mini-population, avec toute son hétérogénéité qui la caractérise. Et, assez logiquement, impact au niveau national et chez nous en 2008, un décret qui démocratise l'enseignement supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur. Alors, ce n'est pas rien comme décret, et les effets sont relativement nombreux. Il y a un personnel qui est spécifiquement consacré à l'aide à la réussite, il y a un service de conseil, un souci pour les publics les plus fragiles, un accompagnement des étudiants, du tutorat, l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, la création d'un observatoire de l'enseignement supérieur. Et encore un tas d'autres choses. Alors, ce système a aussi mis en place toute une série d'actions, et l'une de ces actions dont on vient récemment de parler, c'est la modification du seuil de réussite. Et là, j'ai un petit document à vous passer. Les étudiants l'ont mauvaise, le pacte d'excellence à l'école débouche sur une obligation. Dorénavant, il faudra 14 sur 20 dans chaque cours. Les cotes de 12 sur 20 et de 10 sur 20 ne sont donc plus suffisantes pour réussir. Le reportage de Daniel Velter. Le nouveau décret fait que vous devez réussir à 14 sur 20.
Les conséquences très concrètes par rapport à ça, c'est que vous allez devoir repasser toutes les matières où vous avez moins de 14. C'est la consternation dans cette classe de première communication à Bruxelles. Il fallait 10 sur 20 pour réussir. Dorénavant, il en faudra 14, car le ministre de l'Enseignement supérieur veut viser l'excellence. Pour réussir un examen, il faut 14. À ce moment-là, notre population saura que ceux qui réussissent l'examen ont vraiment acquis les compétences. Dans la classe, les étudiants ne comprennent pas. Un changement aussi gros en fin d'année, tout ce que ça va faire, c'est décourager des élèves. Il y a les 3/4 qui vont arrêter leurs études. Il y en a sûrement des autres qui, de toute façon, vont rater leur première. Et à part foutre les élèves en échec, moi, je ne vois pas ce que ça peut faire. Pourtant, le nouveau décret vise avant tout à relever le niveau. Avec la fin des transferts Nord-Sud en 2025, les Wallons et les Bruxellois doivent viser l'excellence. Ça veut dire que quoi, ceux qui sont moins bons, tout ce qu'ils sont bons à faire, c'est faire les petits travaux par-ci par-là. Non, moi je ne suis pas d'accord. J'ai l'impression que ce Marcourt n'a pas d'enfant, n'est pas dans le monde réel. Il vit que pour lui, ne pense qu'à lui. Donc à partir d'un moment, il faudrait lui demander de revenir sur les bancs de l'école pour voir comment c'est, quoi. Mais ce n'est pas tout. Si l'étudiant échoue 2 fois, il sera automatiquement réorienté vers des filières en pénurie, ce qui ravit le patron des patrons wallons. Donc quelqu'un qui échouerait dans une branche littéraire, mettons, pourrait se retrouver, s'il a des talents scientifiques ou mathématiques, en sciences appliquées. Et ça, c'est, je trouve, au moins aussi intéressant que le relèvement de la cote. Mais s'il n'est pas plus doué en maths ou en sciences? Ah ben dans ce cas-là, il doit se poser des questions sur son cheminement dans l'enseignement supérieur, évidemment. En attendant, pour aider à faire passer la pilule, ce professeur promet d'être plus indulgent. On ne va pas changer les examens. Ce qui va peut-être changer, c'est notre manière de coter, dire que 14 c'est quand même beaucoup, donc peut-être qu'on va être un petit peu plus tolérant par rapport à certains points et qu'on avait, je sais pas, disons un 13, peut-être qu'on va plutôt le pousser vers 14 que le laisser à 13. Mais les étudiants ne comptent pas se laisser faire, ils envisagent déjà des actions. Voilà donc cette vidéo qui, je pense, qui non seulement est marrante, mais en plus est intéressante, date du 1er avril de l'année dernière. Et oui, je pense que chacun s'en doutait. Donc je pense que c'est intéressant parce que finalement, réussite à 10 sur 20 ou à 14 sur 20, je pense que ça renvoie à beaucoup de questions sur l'évaluation. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est le commentaire sur lequel le reportage se termine de l'enseignant, de dire finalement, est-ce que quand on change le seuil de réussite, on change vraiment le seuil de réussite ou on change les pratiques d'évaluation? Et ça, je pense que c'est une grande question qui doit interpeller chacun des enseignants qui mettent en place une évaluation. Alors, je pense que ce passage, il est finalement plus concordant que ce qu'on vivait auparavant, où il fallait au moins 50% partout, 60% de moyenne, ce qui mettait parfois les jurys dans une situation très, très pénible en regard des résultats des étudiants. Donc je pense que c'est davantage cohérent, notamment dans une logique d'accumulation de crédit où chaque chose qui est reçue est créditée et ce qui correspond pleinement, je pense, à l'esprit du décret. Alors, justement, par rapport à cet impact sur les notes, il y a très très peu de choses qui sortent, non seulement parce que c'est récent, mais parce que communiquer sur ces taux de réussite, ce n'est pas forcément évident en tant qu'institution, c'est plus facile de le faire collectivement. Mais j'ai retrouvé dans la presse deux bouts. L'ULG, ils disent finalement ce sont 41% des notes inférieures à 10 sur 20 qui ont été données, contre 33% en janvier 2014. Donc on voit qu'il y a peut-être, mais c'est difficile de se positionner sur une seule année d'études, mais il y a en tout cas là une diminution, une augmentation du nombre de cotes en dessous de 10 sur 20. Donc peut-être que les enseignants qui mettaient 11 avant pour laisser délibérer le jury prennent leurs responsabilités. Et à l'UCL, on observe quoi? Une augmentation des notes inférieures à 8 sur 20, et moins de notes comprises entre 10 et 12 et un peu plus entre 13 et 15. Donc peut-être qu'un des impacts, c'est que l'enseignant qui auparavant mettait 10 ou 11 en disant je ne décide pas, le jury va décider, face à cette nouvelle consigne, va peut-être davantage prendre position et se dire qu'il est responsable de son UE, en tout cas de la A, et qu'en ce sens-là, il a un mot très très fort à dire par rapport à la réussite. Alors il y a d'autres types d'interventions, interventions dans le parcours. Par exemple, faculté de médecine, chez nous, si moins de 10 sur 20 en janvier, on va proposer à l'étudiant des remédiations, un allègement, voire même une réorientation. Donc c'est relativement nouveau aussi, cette intervention directe dans le parcours des étudiants dès la première année. Alors il y a aussi les actions locales des opérateurs, les cours introductifs, les formations pédagogiques, l'orientation, la diffusion des bonnes pratiques, les cours de méthode, les remédiations disciplinaires, les blocus assistés.
et un tas d'autres choses, en se disant que l'intérêt de ces éléments-là, c'est que non seulement ça a un impact sur des cohortes complètes d'étudiants en termes de réussite, mais en plus, ça joue le rôle de catalyseur au sein des équipes entre les enseignants très motivés et ceux qui ont peut-être plus de mal à se mettre en œuvre dans le chemin de la réussite. Y parvenir par des actions telles que celle-là permet un effet global beaucoup plus grand. Alors, par rapport à ces différentes activités, et je n'aurai pas une réponse pour toutes, on peut se dire, est-ce que ça marche? Quel est l'impact de ces activités en termes de réussite? Alors là encore, et je suis désolé de chaque fois de dire ça, mais on sait peu de choses par rapport à ces éléments-là, parce que conclure un impact sur la réussite est très difficile, car c'est quelque chose qui est caractérisé par un caractère multidimensionnel. Beaucoup de choses impactent la réussite. Mais il y a une étude très récente qui s'est faite en Belgique, de collègues de l'UCL, qui sont interrogés sur les différentes activités d'aide à la réussite et concluent que c'est rarement suffisant. Donc ça a un impact, les étudiants réussissent mieux, mais c'est rarement suffisant pour réussir son année. Ils concluent que les remédiations disciplinaires et la participation au blocus assisté ont un effet positif, alors que les remédiations de type transversal, planifier son blocus, apprendre à prendre des notes, gérer son temps, gérer son stress, auraient moins d'impact sur la réussite. Et ce qui a un effet a d'autant plus d'effet que l'étudiant est loin de la ligne d'arrivée. Donc au plus il est faible, au plus ces aides à la réussite lui sont bénéfiques. Et il se demande aussi si finalement ils sont dans des délais très très courts, alors qu'on parle de développement de compétences, s'il n'y aurait pas aussi pour une part des effets différés, et que les prises de mesures étant à ce point rapprochées, que tous les effets ne peuvent pas être mis à jour par leur étude. Alors pour terminer, et demain, que faire? Il faut toujours se rappeler qu'effectivement l'enseignement supérieur hérite tardivement des étudiants du secondaire, avec leurs forces et leurs faiblesses, mais détient heureusement un impact fort sur la réussite, et qu'il faut continuer à faire, diffuser, produire. Alors peut-être des questions politiques de pour qui et jusqu'où. Il faut, alors ça c'est un message assez particulier, mais je pense qu'il est important de réfléchir à l'institutionnalisation du temps. C'est-à-dire que ce sont les étudiants les plus fragiles qui vont à mauvais escient profiter du temps libre qui leur est accordé. Et qu'au plus peut-être les enseignants vont réfléchir à laisser moins de liberté. Alors c'est peut-être un peu à contre-courant de ce que l'on peut entendre sur l'enseignement supérieur. En tout cas, je pense qu'il y a un message important, c'est de considérer qu'au plus l'étudiant va être libre par rapport à sa gestion du temps, au moins l'institution va intervenir en gestion du temps, au plus les élèves faibles et fragilisés vont en payer les pots cassés puisqu'ils vont généralement mal gérer ce temps libre qui leur est consacré. Continuer la formation continue des enseignants, et quand on voit le succès d'une journée comme aujourd'hui, je pense qu'à la Haute École, c'est mission réussie. Croire en l'évaluation des enseignements par les étudiants, parce que j'ai pu vous le dire, c'est quelque chose de très porteur. Continuer, j'ai pu vous en parler, les recherches sur les pratiques enseignantes dans le supérieur pour davantage clarifier cette boîte noire. Croire et continuer des choses qui sont déjà faites en haute école, mais sur l'intérêt de la création du projet personnel et professionnel de l'étudiant. Intégrer le numérique parce que c'est motivant, mais aussi parce qu'il y a différentes potentialités. Travailler à l'aide de cartes mentales. Réfléchir sur les espaces, on pense par exemple au Learning Center, mais aussi à l'aménagement des salles de cours, ce qui peut notamment favoriser le travail collaboratif. Et repenser l'évaluation davantage intégrée. Et la formation méthodologique des étudiants. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais on fait comment? Ça tombe très très bien, parce que cet après-midi, dans la suite de la matinée, toute une série d'ateliers sont justement consacrés à ces questions, et je pense que les différents collègues pourront répondre à toutes vos questions et toutes vos attentes sur le sujet. Merci.